apporté amour, joie et convivialité, très chers téléspectateurs. En tout cas, merci d'avoir choisi le canal RTI 1, la chaîne nationale ivoirienne. Eh bien, il est 12h et c'est midi, c'est... Oui. Public, on se retrouve avec nos différents collaborateurs. À ma gauche, Boris Odilon. Boris Odilon. Ah, je vous rappelle qu'il s'est déplacé aujourd'hui avec son fan club. Ah, ouais. Et juste à côté, Aloucine Sidibé. Et voilà, on va voir maintenant le fan club Alice Arzena. N'est-ce pas? Alors, Boris, on aura droit à quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons parler dans ma rubrique d'une maladie assez nouvelle qu'on appelle la nomophobie, que les gens ignorent. Voilà, nous sommes presque tous nomophobes ici, mais nous ignorons qu'est-ce que c'est que la nomophobie. Je vais vous expliquer, vous dire comment lutter contre cette maladie. Alors, si vous voulez savoir, restez tout simplement en notre compagnie. Voilà. Alucine? Alors, dans ma chronique, je vous Entretiendrai, ou je vais vous entretenir. C'est comme ça, oui. Tu as fini de faire le rap de Saint-Valentin. Ouais, j'ai fini. En fait, je suis encore dans tout ça, Ouais, dans Saint-Valentin. c'est ça. C'est ça. Ok, vas-y. Et donc, dans ma chronique, je vais vous entretenir du Fogapi. Le Fogapi, ce n'est ni un nouveau concept, ni une nouvelle danse. C'est le fonds de garantie de prêt aux inventeurs et innovateurs ivoiriens. C'est ce fonds-là qui va permettre à nos inventeurs de pouvoir vulgariser leurs inventions, de pouvoir leur donner une autre portée. C'est pour tout à l'heure. Merci infiniment. Hashtag Papato, c'est avec elle, Alice Arzena. Dans les faits divers et les faits insolites aujourd'hui, nous allons parler d'un pompier devenu héros national, d'une mère qui a scandalisé les réseaux sociaux et d'une adolescente qui gagne à la loterie, mais son rêve devient très vite cauchemar. La suite, ça sera pour tout de suite. Et vous n'avez pas l'impression qu'il nous manque quelque chose ou quelque chose? Moi, je vais pas vous entrer. Bon, c'est quel mot? Bon, je vais pas prendre des risques pour prendre le gros mot. Voilà, là, voilà. Moi, je suis en route pour Boaké déjà. Je vous salue, public, ça va? Voilà, je suis en route. Voilà, je suis venu avec. Comment on appelle ça même? Bafoua, voilà. Alors, test micro, c'est pour donner de la voix. C'est pour donner rendez-vous à toute la population de Boaké. Pour Bonjour 2017 à Boaké, à l'ancien stade. Je serai là et je donne de la voix. Allez, Boaké, je serai avec vous à l'ancien stade ce samedi 18 à partir de 20h pour vous faire rire et je vous donne de la voix. Boaké. Je veux savoir, Dr Philo, oui. Vous êtes obligé de tapoter le poste. L'enceinte? Quelle enceinte ça? Non, mais faut donner de la voix. Il faut savoir que chacun a son Paris, chacun a son New York. Voilà, moi, je suis jamais sorti, je suis jamais arrivé à Boaké. Donc c'est la première fois, c'est pourquoi je suis animé de gens comme ça. Et je dis, ah, Boaké, tout près là, c'est la caméra, je m'en fous. Mon Boaké, c'est mon Paris, je m'en fous. Merci beaucoup, Dr Philo, qu'on va retrouver donc à Bonjour 2017 Boaké. Ça sera pour le samedi. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène quand même qui est là, qui est présent dans nos vies. Il s'agit du chômage. Vous le savez bien, ce n'est pas évident quand on a un salaire, quand on a un travail fixe, un emploi fixe, de pouvoir aujourd'hui subvenir aux besoins de toute la famille, tant la vie devient de plus en plus chère et tout change, tout évolue à une vitesse vertigineuse. Mais celui-là, il a quand même réussi à faire l'exception. J'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Pourtant, je suis sans emploi depuis 1983. Extraordinaire quand même. On va retrouver Dr Philo pour son commentaire. Ouais. Ben, je sais pas, extraordinaire, mirobolant, mirifique, en même temps, je sais pas, tout est confus, tout fait ambigu dans ma tête, je sais pas quoi dire. Quelqu'un qui ne fait rien mais qui arrive à subvenir aux besoins de sa famille, ben, je sais pas quoi dire. Je sais pas, il faut dire même que ma chronique s'arrête là, parce que, qu'est-ce qu'il faut dire? Il fait rien. Il est au chômage. Il est au chômage et puis, voilà, il est au chômage. Quelqu'un qui fait rien.
même, je vais dire que même voleur même voler c'est du boulot. Voilà, parce qu'il ne fait rien. Voleur c'est du boulot pour toi. Voler, mais imaginez sur l'instant, comme je l'ai dit, un voleur, quand vous l'attrapez, il ne faut pas le mettre en prison, il ne faut pas le frapper. Il faut essayer de voir, de juger sa psychologie. Ouais. Parce que comment il a fait pour voler? Regardez, voler, regardez. Regardez. Prendre quelque chose qui ne t'a pas. Regardez. Regardez. Là, c'est du boulot. C'est du boulot. C'est du boulot. Même voler, c'est du boulot. Mais en même temps, dit que. Il nous donnera quand même de plus amples informations parce qu'il a dit qu'il était sans emploi, enfin qu'il était chômeur. Il y a une différence quand même entre être chômeur et sans emploi. Oui. Qu'il était chômeur, mais il n'a pas dit qu'il était inactif. Donc, on va écouter son témoignage pour savoir. Peut-être qu'il était actif pendant ce temps, on ne sait pas. Moi, je vais dire 34 ans dans le chômage. Je vais dire que je sais qu'il y a beaucoup de chômeurs qui nous suivent en ce moment. Dit que le chômage, tout le monde peut chômer. C'est-à-dire on chôme à tout âge. C'est ce qu'on appelle le chômage. Il faut chômer à tout âge. On peut chômer à tout âge. On est vagabond à tout âge, c'est pourquoi on parle de vagabondage. Mais vous avez entendu parler de travaillage? Non, on ne parle pas de travaillage. Non. Voilà, on dit jamais travaillage, on dit travailleur, parce que vous travaillez à votre heure. Quand votre heure arrive, vous travaillez. Je voudrais profiter pour qu'on parle. Respect. Puisque nous attendons l'invité pour qu'elle vienne nous éclaircir ce qu'il est en train de faire dans son activité, mais en même temps profiter, Caroline, vraiment, veuillez vous lever. Excusez-moi. On va sonner très très fort Caroline Da Silva. Je sais pourquoi. Merci beaucoup. C'est cette dame qui m'a permis d'être actif aujourd'hui. Le jour où on me prenait pour faire. Non mais attends, le là, c'est à cause de la dame là et celui-là. Qui me connaissait? Donc vous dites que franchement, moi je dis peut-être que il viendra. Mais peut-être que quelque part, il y a quelqu'un qui lui permet quand même de subvenir aux besoins. Et aujourd'hui, moi officiellement, je vous dis c'est Caroline qui peut me aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Ne pleurez pas, docteur Philo. Je l'ai fait avec beaucoup de bonheur. Avec bien sûr, oui, d'accord. On espère que Philo va revenir. Comprenez-le, il est ému, ça n'arrive pas tous les jours. Voilà. Peut-on subvenir à ses besoins sans source de revenus? Question micro-trottoir, à tout de suite. Actuellement, c'est impossible de subvenir à ses besoins sans source de revenus parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent, il ne peut rien faire. Il est assis à la maison, il dépend de ses parents. Bon, imaginons quelqu'un qui a 30 ans qui ne travaille pas. Il est couché à la maison. Ses parents qui vont lui dire va acheter du pain, va acheter du lait pendant que ses petits frères de 20 ans travaillent. Et à la frustration, ça va l'énerver. Il n'est pas possible de subvenir à ses besoins sans source de revenus parce que dans ce monde où on vit actuellement, on est obligé d'avoir quelque chose pour pouvoir se nourrir par exemple. Il faut pouvoir acheter la nourriture pour pouvoir manger. Si on vole par exemple la nourriture, on risque d'être par exemple emprisonné. L'école aussi, pouvoir mettre des enfants, nous comme ça à l'école ou à l'université, on est obligé de payer les inscriptions, tout ça. Donc dans ce monde, on a tout se fait forcément avec de l'argent. Sans source de revenus, c'est impossible de subvenir à ses besoins. Hein. C'est très difficile. Parce qu'actuellement, dans le monde actuel, où nous allons actuellement, les choses sont difficiles. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins. Sans argent, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas possible de subvenir à ses besoins sans source de revenus. Parce que je pense que ce sont les sources de revenus qui vont te permettre de réaliser certains projets. Parce que tout homme normal sur cette terre doit faire une activité pour pouvoir subsister. Parce que moi je me dis, un être humain qui est sur la terre et qui ne fait rien, bon, ça ne vaut pas la peine, parce qu'il ne faut pas confondre exister et vivre. Merci beaucoup. Merci en tout cas de toujours accepter de répondre à nos questions. Eh bien, notre invité ne va pas tarder à nous rejoindre. Il porte quand même le nom d'un grand footballeur ivoirien, Kassi Kouadio. Bon, on a supprimé le Lucien, mais il s'appelle Kassi Kouadio. Il est sans emploi depuis 1983. Je vous demande de faire un triomphe pour l'accueillir. Ils sont sympathiques, hein?
Ils sont sympathiques dans ce studio. Je remarque, oui. Vous l'avez remarqué. En tout cas, merci à vous d'être sur notre plateau. Monsieur Kassi Kouadio, je rappelle que vous êtes sans emploi depuis 1983 et diplômé surtout de l'NCA, c'est-à-dire l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Voilà. Anciennement lauréat de mathématiques en classe de 3e. Vous avez travaillé donc pendant 3 ans, de 1980 à 1983, au Centre national des bureaux de fret. C'est bien cela. Voilà. Donc déjà, pour ce qui est de votre parcours, ça nous montre que vous étiez quelqu'un de brillant. Malheureusement, votre monde, on va le dire, va peut-être s'écrouler en 1983, où vous perdez votre emploi. Alors, dans quel état d'âme on se retrouve quand cela arrive? Quand on a été habitué à un salaire fixe, quand on a été habitué à avoir des sources de revenus et que du jour au lendemain, ça s'arrête, comment est-ce qu'on se sent? Ben, ça ressemble à un défi qu'il faut relever. Et donc, il faut avoir confiance en soi et savoir qu'on peut se battre et survivre et ne pas se laisser écraser parce qu'on vient de tomber au chômage. Il faut toujours envisager une solution. Mais il y a forcément un choc quand même. Je veux dire, puisqu'on n'est pas forcément préparé à cela, dès qu'on reçoit cette nouvelle, avant de se refaire ou de se faire un moral, il y a forcément un choc. Ça dépend. Ça dépend de la force intérieure de chacun. Et c'est une question aussi d'éducation et de vision du monde. Ça vous a trouvé dans quelle situation? Vous étiez déjà père de famille, marié? J'étais marié traditionnellement, j'avais déjà 2 enfants. Hein. Ah. Ouais. Et c'est justement à la naissance du 2e que j'ai subi ce coup. En 1983, mon 2e fils naissait. Dans le même mois, je tombais au chômage. Mon étonnement se situe au niveau de l'école d'où vous sortez, parce que c'est une école qui a une très très belle réputation et quand on sort généralement de cette école, je veux dire qu'on n'a pas du mal à pouvoir trouver un emploi, généralement. Je ne sais pas si les choses sont en train de changer, justement surtout à cette époque. Est-ce que, je veux dire, après cette expérience, vous avez cherché, vous avez déposé vos dossiers dans certaines entreprises pour pouvoir avoir du boulot? Et bien sûr, on le fait. Mais après avoir déposé les dossiers, en attendant qu'on vous embauche, on vous appelle, il faut se battre, puisqu'il faut vivre, il faut manger, on a les enfants à nourrir, on a un loyer à payer. Et en attendant que vous trouviez un autre emploi, il faut vous employer vous-même. C'est très bien dit. Alors, comment arrivez-vous à combler le vide pendant toutes ces années? Qu'est-ce que vous faites pour subvenir aux besoins de la famille, puisque vous êtes sans emploi? Je me sentais le devoir de me débrouiller pour m'occuper de ceux que j'ai mis au monde. Et concrètement, ça a donné quoi? Ça m'a permis de m'occuper d'eux. Non, je veux dire que quand vous dites vous vous débrouillez, c'était quoi? Qu'est-ce que vous faisiez comme activité alors? Lorsque vous n'avez pas de ressources pour vivre, il faut imaginer une activité qui peut vous générer des ressources pour vivre. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et c'était quoi ces activités? Ça peut... En fait, il y a du boulot. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, il y a du boulot. Mais je veux dire, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez exercé dans les premiers temps comme activité? Dès que je suis tombé au chômage, j'ai commencé d'abord avec la toute petite enveloppe que j'ai reçue. D'accord. En partant de la société. On peut avoir une estimation de cette enveloppe? C'est une indemnisation, je crois, qui tournait autour de... C'était très faible parce que je n'étais pas... Je faisais seulement 3 années. Ça n'atteignait pas le million. Hein. D'accord. Ça m'a permis... Un peu plus de la moitié. Non, oui, un peu plus de la moitié, bien sûr. Mais ça m'a permis parce que j'avais une voiture, un véhicule personnel. D'accord. Et donc, avec ce petit fonds-là, j'ai commencé à faire du commerce de manioc. J'ai acheté ça dans les environs, dans les villages
voisins, d'ici sur un rayon de 30 km. Vous viviez à Abidjan? Oui, j'étais à Abidjan. J'étais à Bobo, oui, à côté, à Tchengué, etc. Et moi, j'allais avec le petit coffre de ma bagnole, j'allais prendre du manioc, puis je venais vendre dans les villages ébriés comme le Kodjiro, Abodomé et autres. J'ai fait ça. Et ça me permettait de vivre. Ça me permettait de faire face à mes charges. Et puis après la vente du manioc, j'ai commencé à penser à un retour à la terre, où là-bas, je pratiquais aussi la pêche. Ça me réussissait bien, je vendais des poissons aux instituteurs du village. La pêche artisanale? Oui. J'avais une technique de pêche qui me permettait de capturer de gros poissons dans les lacs et que je revendais aux instituteurs. Et j'avais moi aussi mes champs. C'est très intéressant, mais est-ce que c'est des activités que vous connaissiez déjà auparavant? Non, je m'adapte. On s'adapte. C'est-à-dire que vous n'aviez aucune expérience. L'intelligence se définit comme la faculté de l'esprit qui permet de comprendre, de concevoir et de s'adapter aux situations nouvelles. Si vous n'êtes pas capable de vous adapter quand vous êtes dans une situation difficile, écoutez, c'est une faiblesse. Et donc, j'étais obligé de m'adapter. Je n'ai pas besoin d'apprendre à faire un champ, je peux imaginer comment ça se fait. J'ai plusieurs fois. Et vous vous informez aussi? Oui, et je faisais la pêche. Moi, pour commencer la pêche, j'ai rencontré un jeune pêcheur quand j'allais au champ. Et il avait de gros poissons, des silures. Je dis, mais écoutez, comment tu enlèves ça? Il dit, ben, je mets du poisson, je mets du savon, des petits morceaux de savon, ou des hameçons, et je mets dans l'eau. Et le lendemain, je viens, les poissons, je les capture comme ça, puis je vais les vendre. Alors moi, j'ai commencé à faire comme lui. Et j'en capturais beaucoup, que je revendais. Et j'avais mon champ. Ensuite, je suis revenu en ville et puis bon, j'ai commencé à m'adonner à la vente du savon. Je vendais des tout petits morceaux de savon comme ça. Du savon fabriqué par vous-même? Ben non, c'était de la fabrication artisanale, c'était local. Et moi, j'achetais et je reconditionnais ça. J'achetais un petit morceau comme ça à 100 francs, qui avait à peu près la grosseur d'un paquet de cigarettes. Et puis bon, je menuisais ça. Hein, le morceau que j'ai acheté à 100 francs, je menuisais en 8 morceaux. Je le conditionnais dans des tout petits sachets comme ça. Et puis bon, je me promenais à essayer, je vendais 100 francs, 100 francs. Pour une dépense de 1000 francs, j'avais 80 morceaux de savon. Wow. Et je vendais ça. Si on calcule bien, et donc, pour 1000 francs dépensés, j'ai eu 1000 francs. Donc, j'ai eu une marge brute de 7000 francs CFA tous les jours. Et je ne ratais pas parce que il fallait bien parler pour les vendre. Et je réussissais toujours à les vendre. Non, mais déjà même au début même de l'entretien, on a affaire à un mathématicien, statisticien, mais à la fois philosophe. Parce que depuis, on apprend beaucoup. Et l'entrepreneur né. Et donc, je faisais ça. Et puis après, bon, le savon. Et puis, puisque j'avais un vieux rêve depuis l'enfance, je pensais à l'écriture. Alors, tout de suite, j'ai eu une autre inspiration. Avant de passer à l'étape de l'écriture, je veux dire, est-ce que ces activités quand même vous permettaient de scolariser vos enfants, de les nourrir convenablement, de les soigner, de vous occuper de votre épouse, de votre femme? 7 000 francs CFA, ce n'est pas une grosse somme, mais quand même, ça peut permettre de nourrir une famille. Oui, donc le minimum, vous assuriez quand même le minimum? Oui, je pouvais. Donc, pour revenir maintenant à l'écriture dont vous parlez, c'est un rêve que vous caressiez c'est un vieux rêve depuis 1982. le primaire. Oui, non, depuis le primaire, moi, je n'avais dit que pour les écrivains. Quand j'entendais parler, on parlait de Léopold Sédar Senghor ou de Bernard Bédadier, pour moi, c'était des surhommes, quoi. Et donc, moi, je les imitais, je voulais être écrivain. Et ce vieux rêve-là a ressurgi à moi. Et pendant que je vendais les savons, j'écrivais. Et puis, paf, j'ai sorti ma première brochure qui a pour titre là, « La pauvreté est un état d'esprit, comment en sortir ?» Parce que j'avais compris que c'est un blocage au niveau de la mentalité qui faisait qu'on était pauvre. En fait, on n'est pas dans la pauvreté. La pauvreté est en nous. La pauvreté est dans le pauvre. Et donc, si vous combattez cette mentalité qui désarme le pauvre et qui fait qu'il ne peut pas sortir, ne peut pas s'épanouir, si vous arrivez à combattre ces 4 tas qui ont pour nom les illusions, la paresse, les mauvaises habitudes et une certaine forme très préjudiciable d'ignorance, eh bien, la personne sort. Ignorance, vous ne savez pas comment on fait un champ.
C'est une ignorance. Il faut le faire. C'est pas comment on capture les poissons. Il faut s'instruire. Il faut auprès de quelqu'un. Voilà. Donc, il y a une certaine forme. On peut revenir sur les quatre les quatre, il y a les illusions. Les illusions. La paresse. Les illusions que vous définissez comment? Mais les illusions, c'est la mauvaise lecture de la vie. C'est les erreurs de lecture de la vie que j'appelle les illusions. Voici quelqu'un, par exemple, qui n'a pas honte de dormir au salon de son oncle, mais il a honte d'aller sur l'autoroute là, prendre du charbon, le petit sac de charbon, revenir avec des bagnoles en fret au retour là, qui viennent vides. Ils vont déposer la marchandise à l'intérieur et reviennent vides. Bon, vous êtes au bord de la route avec vos sacs de charbon. Si vous voyez une bâchée ou bien un truc qui passe, vous sautez dedans. Vous venez vous arranger avec le chauffeur. Ici, vous faites des petits paquets de 100 francs. À côté de votre cabine, vous gérez une cabine, par exemple. Vous avez votre petite montagne, votre petite colline de sachets de charbon. Et les femmes du quartier vont vous prendre ça. Ça vous fait de l'argent. Mais vous avez honte d'exercer ça parce que soit vous avez une maîtrise en économie. Mais vous n'avez pas honte de dormir au salon de votre oncle. Ça, c'est une mauvaise Je veux savoir, est-ce que ce que vous dites est tellement bien que je veux savoir si cette philosophie, cette vision de la vie donc, que vous avez aujourd'hui, c'est maintenant que vous voyez la vie ici ou bien auparavant même, vous la voyez comme ça? Mais je la voyais comme ça, c'est pour ça que je vous ai parlé d'éducation, de confiance en soi et de force intérieure. C'est pour ça que quand je suis tombé au chômage, je n'avais pas peur. Je savais que je mais on a l'impression que vous vous attendiez même au chômage, mais parce que dès que ça arrive, vous amortissez, en même temps vous rentrez. On dirait que vous attendez. Est-ce que... Non, mais sa question est quand même intéressante. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y avait des prémices de votre licenciement? Parce que souvent, quand on sait qu'on va être renvoyé dans un lieu de travail, nous, on voit déjà le patron vient, il vous dit même pas bonjour. Il dit, c'est que 2 jours, il va me renvoyer. Est-ce qu'il y avait déjà des prémices et puis vous êtes préparé en vous êtes philo, vous êtes philo. Vous êtes philosophe. Vous êtes philosophe, c'est ça. Psychologue. Il faut s'attendre dans la vie là, il faut s'attendre à tout. Et il faut être prêt à affronter toutes les situations qui se présentent. C'est ça un homme. Il faut s'attendre à tout. Aujourd'hui, vous travaillez, vous croyez que c'est la fin du monde, c'est fini. Mais non, tout peut arriver. Tout peut arriver mais au moment où ça arrive, ne soyez pas étonnés. Affrontez les deux États avec le même front. Et ça, c'est une force de caractère que tout le monde devrait cultiver, développer. Merci beaucoup, oui, Alissa. Moi, je suis très flattée par votre histoire. Vous étiez préparée, mais et votre femme? Comment est-ce qu'elle a vécu toute cette situation? Elle est partie. Oui. Non, elle n'était pas partie. Parce que quand vous tombez au chômage, la femme, elle s'en va quand ça ne va pas. Mais moi, ça allait. Elle n'est pas partie. La séparation n'est pas venue de là. C'était lié à un problème politique. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, voilà. Mais ce n'est ni sa faute, ni la mienne. C'était un cas de force majeure qui avait un parfum de politique. D'accord. Merci beaucoup. Alors, pour revenir à vos œuvres, puisque vos œuvres ont commencé à être éditées et commercialisées à partir de 2010, il faut dire que 2010. Vous avez sur le marché Miss Iba contre les génies de la forêt. C'est un recueil de contes. Il y a Kraka, 10 questions avec réponse pour tester votre intelligence. Oui. La pauvreté est un état d'esprit, comment s'en sortir, dont vous venez de parler. La misère des faux riches, comment choisir sa femme pour ne jamais divorcer. Il faut dire que ce sont des pamphlets. Hein. Ce sont oui, c'est des pamphlets, c'est des tout petits livres. Oui, on peut les voir, vous les avez sur vous là. Oui, c'est des tout petits livres. En fait, bon, mais... C'est pas aussi petit que ça, mais je les ai fait petits exprès. Petit de par la forme. Non, en fait, petit par la forme. Mais puisque j'ai écrit ça avec une police de 7,5, c'est-à-dire que si je mets ça en police 14, ça a du volume. Hein. Mais vous voyez, ça c'est pour prendre au piège ceux qui ont la paresse de lire. On se connaît ici. Les gens n'aiment pas lire. Donc, quand ils prennent ça, ils se disent, mais ça, je vais en faire une bouchée. Et quand ils montent, ils regardent, c'est écrit petit. Ouais. Mais alors, quand ils commencent, mais je vais faire en sorte qu'ils n'arrêtent pas la lecture. Parce que j'ai une plume qui accroche et qui te tente et qui veut que tu continues. Il te pousse. Et puis, paf, il sort. En même temps, quand je vois la plupart des titres, je me dis, c'est de vous, en fait, que vous parlez.
C'est un peu de vos différentes expériences que vous parlez? Non, je ne Parce parle... que comment choisir sa femme pour ne jamais divorcer quand on sait que vous êtes séparés, la misère des faux riches, peut-être vous vous mettez ou vous avez un point de vue, un autre regard sur, on va dire, cette pseudo-richesse ou encore la pauvreté est en état d'esprit, comment s'en sortir? Peut-être votre propre expérience, vous qui avez été chômeur pendant de longues années et qui avez réussi tant bien que mal à subvenir aux besoins de votre famille. C'est ça qui m'envoie. Vous voyez juste, vous voyez juste. En fait, c'est comme ça. Ma force, c'est que je tire toujours profit de mes échecs et de mes situations compliquées. Vous voyez, la longue période de chômage que j'ai affrontée, ça m'a permis de sortir, de me débrouiller et donc de dire aux autres qu'on peut combattre la pauvreté. C'est pour ça que j'ai sorti la pauvreté est un état d'esprit, comment en sortir. C'est fort de mes propres expériences. Ensuite, comment choisir sa femme pour ne jamais divorcer? Je me suis demandé pourquoi, malgré la bonne foi de cette dame et moi, ma bonne foi, pourquoi ça n'a pas pu marcher? Alors, je ne me suis pas limité à mon propre cas. J'ai commencé à me poser la question sur les autres cas de divorce. Et de part, j'ai recensé 20 causes naturelles de divorce dans l'espace et le temps. Et c'est sur cette base que j'ai mené mon étude. J'ai dû partitionner ce référentiel en 6 classes d'équivalence. Et c'est lequel qui a été plagié parmi C'est ce qui a été plagié, voilà, c'est ce test qui a été plagié. Alors, en partitionnant ce référentiel de causes naturelles de divorce en classe d'équivalence, j'en ai obtenu 6 classes. Et toutes les causes naturelles de divorce d'une même classe d'équivalence sont engendrées par le même défaut humain. Est-ce que vous avez juridiquement poursuivi ceux qui vous ont plagié? Ben non, je n'ai pas les moyens pour les poursuivre. Et c'est parce qu'ils savent que je n'ai pas les moyens pour les poursuivre qu'ils se sont payés le luxe de me plagier alors que les documents étaient protégés. Les documents sont protégés. Ah, ils sont protégés. Oui, il y a un dépôt. Sur chaque document, il y a un dépôt légal. C'est déclaré aux archives nationales de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est déclaré aussi au Burida. C'est les mêmes livres. Hein. La seule différence, il y a 2 façons d'éditer un livre. Vous passez par une maison d'édition qui a une existence légale pour éditer votre livre, auquel cas, c'est la maison qui s'occupe de tout. À la fin de l'année, on vous verse des droits d'auteur, qui généralement sont des miettes. Ou alors, vous mettez la main dans la poche et vous éditez vous-même votre livre. Mais dans tous les cas, il faut que le livre soit protégé par un dépôt légal. Une fois que vous avez le dépôt légal, vous avez l'autorisation de vendre le livre à l'intérieur du territoire et vous n'avez pas de problème pour ça. Et donc, voilà. Vivement que des solutions soient trouvées au problème du plagiat. En tout cas, s'il y a des bonnes volontés qui veulent bien m'aider à poursuivre ces personnes qui m'ont plagié, en tout cas, ça peut débloquer. Sait-on jamais. Alors, pour ce qui concerne... En ce qui concerne vos enfants, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fiers d'eux, de ce qu'ils sont devenus, tout cela? Ben, en tout cas, moi, je ne pense pas avoir échoué à ce niveau parce que voici mon dernier qui est assis là, moi, il me plaît bien. Hein. il est beau gosse en plus. Oui. Kassi Yao Eric. Kassi Yao. Il est âgé de 26 ans. Comment? Il est âgé de 26 ans, vous l'avez dit? Il faut la trentaine, je pense, maintenant. Ah, d'accord. C'est un grand monsieur. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Il y a forcément des milliers de chômeurs qui nous regardent en ce moment. Quels sont les conseils que vous pouvez leur prodiguer? Moi, honnêtement, j'ai le sentiment que le système qui régit la Terre aujourd'hui souffre d'une grave défaillance. Honnêtement, ce système qui gère la planète Terre souffre de grosses lacunes, d'une très grande défaillance. Si la jeunesse qui se forme pense qu'au bout de la formation, elle sera absorbée, le pays va l'employer, qu'elle cesse de se faire des illusions. Que chacun essaie d'envisager autre chose. Une sortie de pauvreté individuelle, c'est possible. Moi, je l'ai fait. Pourquoi pas eux? Je ne suis pas plus intelligent qu'eux. Je ne suis pas plus courageux qu'eux. Ils peuvent le faire aussi. C'est une question de complexe. Ils ne veulent pas. Bon, d'accord. Heureux suite aux hommes de bonne volonté. Si vous ne le voulez pas, vous allez rester dedans. Mais si vous comptez sur l'État, moi, je ne vous décourage pas, mais je vais vous dire, je ne vous encourage pas. Très belle conclusion. Très belle conclusion, M. Kassi Kouadian. On a été vraiment enrichis par votre témoignage. Vous êtes aujourd'hui écrivain. Merci. En tout cas, moi, je retiens
que vous êtes un modèle de courage, un modèle de persévérance. Vous êtes quelqu'un qui arrive quand même à transformer ces obstacles, ces difficultés en solutions. Merci encore une fois d'être venu partager cette belle expérience avec nous sur ce plateau. On va se retrouver dans la deuxième partie de l'émission, mais avant, pub. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. Vous l'avez attendu, le nouveau bouillon Aromate est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine. Aromate, le meilleur du goût. Comment réaliser des économies d'énergie? À l'achat de vos équipements de froid, faites attention aux appareils qui consomment beaucoup. Privilégiez les équipements de classe énergétique A, A+. Un peu plus cher à l'achat, mais ils vous feront réaliser d'importantes économies. Ensemble, adoptons les bons réflexes et économisons l'énergie. Vous l'avez attendu, le nouveau bouillon Aromate est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine. Aromate, le meilleur du goût. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Bonjour, 10 ans. Sous le parrainage de l'honorable Charles Niaouré, député de Boaké Commune, la RTI vous invite à Bonjour Boaké, samedi 18 février à 20h30 à l'ancien stade de Boaké. Tarif unique, 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Boaké. Bonjour, un concept RTI. De ce midi et je voudrais, on garde la même position, je vais vous saluer, on garde la même position, voilà. Alors, je voudrais qu'on puisse saluer le groupe scolaire Merlan. Allez, merci beaucoup. Merci. Et petit clin d'œil à monsieur Aoussi Antoine, votre responsable. Coucou. Et voilà. Nous avons aussi avec nous le studio Mosaïque, École des médias. Et là, ça dépend en fait de la tonalité, ça dépend du ton que prend l'animatrice quand je dis des médias. Merci en tout cas d'être là avec nous. Et puis, votre responsable, c'est M. Souleymane Oulahi. Et je ne veux pas oublier quelqu'un. Il a effectué le déplacement depuis le Mali, exceptionnellement pour venir assister à ce midi. Il est journaliste, reporter d'images à M7 TV au Mali. Monsieur Sekou Togola, bonjour. En lunettes, oui. Merci en tout cas pour cette amitié que vous nous témoignez. Et puis, quand vous retournez, on embrasse tous les Maliens. Voilà, merci beaucoup. Alors, l'émission se poursuit et avec votre permission, nous allons retrouver Monsieur Boris Odilon. Voilà, il a parlé en début d'émission de nomophobie. Qu'est-ce que c'est? Comment la vaincre? C'est avec Boris. C'est parti. Voilà, comme on le disait au début de cette émission, aujourd'hui nous allons parler d'une maladie qui fait, on peut le dire, des ravages. C'est la nomophobie.
Nomophobie, je sais que vous ne connaissez pas le terme. On connaît. Voilà. Docteur Figolo, c'est quoi la nomophobie? Non, nomophobie, c'est de la nomophobie que vous allez nous parler, évidemment. Nous attendons. Au risque de faire votre chronique. Vous avez tout dit au risque de ne pas faire la chronique à sa place. Ok, merci docteur. Voilà, la nomophobie, c'est un terme assez récent qui est tiré de l'anglais No Mobile Phone Phobia, qui veut dire la peur d'être séparé de son téléphone portable. Voilà, et je sais, voilà, j'entends le wow. Je sais que dans le public, il y en a tellement qui sont nomophobes. Voilà. Et une étude au Royaume-Uni, en Angleterre, voilà, a prouvé que 53% des utilisateurs de smartphones ne veulent pas être séparés de leur téléphone. À partir du moment où le téléphone signale batterie faible, ils sont anxieux. Tout le monde devient anxieux et voilà. Et les symptômes de la nomophobie sont nombreux. On va citer par exemple le fait de ne pas faire attention aux autres, rester tout le temps rivé sur son petit écran du téléphone. Il y a aussi le fait d'avoir une relation fusionnelle exclusive avec son téléphone portable. Il y a des personnes qui... De plus en plus. Voilà. Comme on le voit sur cette image... Il y a des personnes qui vivent entièrement dans leur téléphone. Comme on le voit sur cette image, il est à la plage, en bordure d'un plan d'eau. Tout le monde s'amuse. Lui, il est ailleurs. Il est dans son téléphone. C'est un nomophobe. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir sans le téléphone portable. Et déjà même, parmi ces personnes, je vais citer Zéna Alissa. Hey. Lynn Jabert. Attends, quand elle dort, vous êtes à côté? Merci de lui poser la question, madame. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir sans son téléphone. On pose sur WhatsApp jusqu'à XR. Ah d'accord. C'est un groupe, hein? C'est un groupe. Docteur Philo, Prissy et Méliane. Mais c'est que lui-même, il est nomophobe parce que s'il arrive à causer avec elle... Oui, mais c'est clair. Il n'y a qu'à regarder mon visage, je suis toujours fatigué. Donc, pour lutter contre la nomophobie, c'est tout à fait simple. Il y a des questions à se poser d'abord. Il paraît que Nessie Ndri aussi est nomophobe. Nessie, c'est le off des offs. Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat, elle est partout. Voilà. Donc, pour lutter contre la nomophobie, d'abord, il faut se poser des questions. À quoi me sert mon téléphone portable? À quoi me sert mon smartphone? Et en ai-je vraiment besoin? Parce qu'il y a eu un changement. On est passé du téléphone mobile au smartphone. Le smartphone, le téléphone intelligent. Et lorsqu'on dit un téléphone intelligent, il reçoit vos mails. Vous avez la possibilité de communiquer avec n'importe qui, à n'importe quel moment, des appels visuels et tout. Alors qu'il y a des gens à côté de qui vous vous éloignez. Donc, il faut définir vos priorités. Et pour lutter contre la nomophobie, ça va vous paraître bizarre, pour lutter contre l'addiction au téléphone mobile, il y a des applications mobiles. D'accord. C'est paradoxal. C'est avec votre téléphone, vous allez lutter contre la nomophobie. Il y a comme ça des applications que vous allez chercher sur Play Store ou sur iOS qui s'appellent Break Free. Break Free, par exemple, qui est une application qui passe au crible toute votre activité sur les réseaux sociaux pour vous dire ce que vous faites aujourd'hui n'est pas bon. Vous êtes connecté de telle heure à telle heure, ce n'est pas bon pour votre équilibre mental et tout. Donc, changez votre manière de vous connecter. Connectez-vous peut-être entre midi et 14h, aux heures de pause, mais de 7h ou de 8h à 12h, concentrez-vous sur votre activité professionnelle. Il y a Stay on Task. Il y a aussi Off Time. Off Time, là, c'est une application qui est radicale. Elle permet de bloquer des applis comme Facebook. Parce qu'une application comme Facebook, elle est chronophage, c'est-à-dire elle vous bouffe le temps. Vous êtes accro. Vous avez l'impression d'avoir un monde qui est ouvert, alors que c'est un monde virtuel. Les parents sont là, les enfants sont là. Vous ne causez pas avec eux, vous êtes sur Messenger en train de causer avec des amis que peut-être vous ne verrez jamais. Il y a aussi une application qu'on appelle... On ne va pas parler de toutes les applications, il y en a tellement, mais essayez de télécharger App Detox. Là, c'est la meilleure application qui va vous permettre de changer votre manière de vous connecter. Et si vous ne pouvez rien faire de tout ça... N'achetez pas de téléphone. Non. Vous avez droit à votre téléphone, mais allez voir directement un spécialiste. Merci infiniment. Rendez-vous à l'hôpital. Odilon, merci pour toutes ces informations. Et à présent, il me plaît d'appeler ici quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est un producteur, animateur télé-radio. Si je vous dis du coq à l'âne ou si je vous dis John Zaibo, J. Vous savez de qui il s'agit? Voilà, nous sommes avec John J et malheureusement, il n'est pas là pour des informations
j'allais dire, de réjouissance parce que nous sommes en deuil, la radio est en deuil, la RTI est en deuil, tout le monde des médias est en deuil et c'est à ce propos qu'il est là pour nous donner le programme des obsèques de notre très regretté Kader Ndao. Bonjour, grand frère. Comment vas-tu? Je pense qu'il ne faut pas alourdir encore l'atmosphère parce que Billy ne le souhaitait pas. Quand tu fais le choix de donner du plaisir aux autres, au moment où il est temps pour que signe donc the game is over pour toi, il va falloir que ceux à qui tu as apporté donc de la joie, il faut que on te le rende pour te dire infiniment merci pour avoir donné donc un sens à ton existence. Donc c'est ce que Billy a toujours souhaité. C'est pourquoi nous avons décidé d'être dignes dans cette épreuve pesante, mais ne serait-ce que demander donc au maître du temps et des circonstances pour permettre à ce que l'âme de Kader Ndao repose en paix et que nous puissions faire face donc à cet engagement qui est donc de l'enterrer comme il faut. Voilà, c'est pourquoi... Merci en tout cas pour ce joli message. Alors, nous allons donc passer voilà, au rapidement, programme. Voilà, je veux dire que les condoléances sont donc reçues donc à côté de ce jour au domicile, c'était depuis hier, autant pour moi, à Yopougon, à Thiers, Banco 2, Carrefour, Marché, Gouraud, Lot 32-37 de 18h à 20h30. Et le vendredi 17. Donc 17 février, il y aura une veillée artistique avec témoignage des amis de Kader Ndao à Yopougon, Place Figayo à partir de 20h. Et puis le samedi, de 11h à 12h à la salle Félix Foy-Boigny, on va essayer de faire donc la levée du corps. Et il va être inhumé donc au cimetière de Yopougon pour juste lui dire il a été et il demeure notre champion. Là où il va, que Dieu... Que Dieu ait son âme, que son âme repose en paix. Voilà. En tout cas, je voulais infiniment vous dire merci d'avoir accepté donc de m'accorder ce petit instant de parler donc de Billy. Billy est certes parti, mais il est comme un artiste. Le micro s'est peut-être éteint pour quelques minutes, mais le micro continue de résonner parce que sa voix est encore sur Radio Côte d'Ivoire et encore, il n'y a pas longtemps, il faisait une super émission à la télévision, hommage à Roger Fulgence-Cassis, à un autre monstre du micro. Donc, ma seule façon de vous dire merci, c'est de demander à votre public de l'applaudir très 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 fort. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu sur notre plateau et à très bientôt. Merci beaucoup. Si le temps nous le permet, nous reviendrons avant la fin de cette émission sur ces différentes informations. Et je ne veux pas que vous ayez cette mine, faites-le pour Billy. J'ai déjà commencé à avoir le sourire grâce à vous. Merci beaucoup. Et voilà, notre randonnée se poursuit et cette fois-ci, nous allons recevoir Alissa Ardena dans Hashtag Papato. C'est parti. Mes chers affairés, de façon exceptionnelle, on va parler un peu de people. Aujourd'hui, avant de commencer la rubrique Faits divers, il y a eu plein de messages sur les réseaux sociaux, de posts sur les magazines des réseaux sociaux. Mewe a été arrêté avec 2 kg de cocaïne à l'aéroport de Londres. J'aimerais juste préciser qu'il n'en est rien. C'est juste une ressemblance. C'est pas Frédéric et oui, mais oui. Voilà. Donc, il serait préférable d'arrêter de circuler ce genre de rumeurs parce que c'est vrai que être artiste, c'est ne plus avoir de vie, mais à un moment, il faut faire attention, franchement, parce que ça peut salir, effectivement, ça peut salir l'image de quelqu'un. Voilà. On part dans le Missouri, aux États-Unis, avec Marc Arden, pompier volontaire. Donc, je vous explique. Le soir, il est à la maison, son téléphone sonne, on l'appelle pour évacuer une femme enceinte qui doit accoucher. Donc, il se rend sur les lieux et là, surprise, la femme ne peut pas se déplacer. L'accouchement doit se faire maintenant, là et tout de suite. Donc, il assiste la dame et la dame est au monde une jolie petite fille que vous voyez sur la photo de gauche, là. Et 2 jours plus tard, le service des pompiers l'appelle pour lui dire que la dame ne veut plus du bébé. La dame, au fait, veut donner le bébé pour une adoption. Donc, elle ne veut pas du bébé. Et là, Marc décide de faire un geste qui va marquer tous les États-Unis. Voilà, il décide d'adopter la petite fille. Je précise que Marc avait déjà 2 petits garçons et sa femme n'arrivait plus à avoir d'enfants. Donc, il décide d'adopter la petite fille. Et sur la photo de droite, c'est la petite maintenant, elle a 5 ans. Donc, j'aimerais qu'on applaudisse pour Marc. En
On reste aux États-Unis, mais avant de commencer avec ce thème, j'aimerais prévenir les âmes sensibles, s'abstenir. Voilà. Il y a une jeune dame de 19 ans qui fait des vidéos adultes avec son petit garçon de 3 mois. Et elle fait des trucs pas très catholiques au bébé. Voilà. C'est pas croyable. Oui, elle fait des trucs. Elle est déjà connue des services. Un bébé services. de 3 mois. Oui, un bébé de 3 mois et elle filme tout ça. Elle fait quoi? Mais elle est folle. Oui, elle a filmé. Elle a filmé tout ça. C'est Donc c'est la dame sur la photo, effectivement. Mais moi, je sais Où va le monde? Elle ressemble vraiment à... Où va le monde? Et elle est déjà connue des services de police déjà. Elle a déjà fait ça plusieurs fois. Mais ce n'était pas avec son propre bébé, c'était avec le bébé des autres, en fait. 3 bébés de 3? Ouais. Mais pourquoi vous avez dit âme sensible s'abstenir? Parce que c'est choquant. C'est grave, en fait. C'est grave. C'est choquant de s'imaginer même ça. Même comment même tu peux penser à ça? Comment ça peut te traverser déjà l'esprit? Non, elle doit être franchement, folle. Voilà. Et elle aura la prison à vie. Voilà. Elle sera enfermée tout le long de sa vie parce que c'est un véritable danger pour les enfants des autres, franchement. Et même pour son enfant, même c'est un danger. Ça doit être une maladie peut-être ça parce que... Je pense que c'est une maladie. Ouais. Non, vas-y, allez. D'accord. Donc on va terminer avec cette jeune fille de 17 ans, Grande-Bretagne, qui gagne près d'1,5 million à la loterie. Au début, c'est le rêve, shopping, elle multiplie les voyages, elle s'offre 2 villas. Mais quelques mois plus tard, son rêve devient un cauchemar pour elle. Elle s'ennuie. Donc, elle se dit, quand je pars en voyage, mes amis ne sont jamais là, ils sont en cours ou bien ils sont en train de travailler, donc je m'ennuie. Elle décide de porter plainte contre la maison de loterie. Et elle porte plainte contre la maison de loterie, au fait. Elle décide de porter plainte parce que selon elle, en France, il faut avoir 18 ans déjà pour jouer aux jeux de hasard. Mais en Grande-Bretagne, c'est à partir de 16 ans. Donc, elle, son souhait, c'est que ce soit la même règle aussi pour la Grande-Bretagne, quoi. Donc, elle porte plainte et elle voudrait avoir dommages et intérêts, au fait. Donc, voilà. Elle retourne chez ses parents, je précise qu'elle retourne chez ses parents. Et elle reprend son ancien boulot. Elle travaillait dans une friterie. Elle reprend son ancien boulot. Et elle précise, j'aimerais juste dire ce qu'elle a dit. Elle dit, j'ai tous les vêtements de luxe que j'ai toujours souhaité avoir. J'ai une grosse voiture, j'ai 2 villas, mais je me sens seule. Wow. Pour vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est clair. Merci. Vous l'avez dit, merci beaucoup. Alissa Zena. Nous allons observer un court moment de pub avant de retrouver Aloussène Sidibé. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, Bénin, Niger, Togo et même la France. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Pierre Djibril Koulibaly, vous êtes le président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. En novembre dernier, vous étiez en Belgique pour le salon Bruxelles Innova, un salon pour l'innovation. Ce qu'on aimerait savoir, c'est ce qui ressort de bien de ce salon. Bruxelles Innova 2016, il y avait donc pour la première fois une délégation ivoirienne d'inventeurs qui était représentée là-bas. Et nous avons de ce fait en même temps représenter l'Afrique. Quand nous partions, nous avions un vœu, c'était d'avoir leur accord pour organiser le même salon international des inventions ici, que nous avons appelé Abidjan Innova. Et cet accord a été obtenu après la fin du travail que nous avons eu avec eux. Ils sont prêts, effectivement, à partir de 2017, à nous accompagner pour l'organisation du Salon international des inventions Abidjan Innova. Effectivement, parce que la Côte d'Ivoire dispose de 250 inventions et innovations qui sont prêtes à être exploitées, prêtes à être vulgarisées, prêtes à être utilisées par la population et même prêtes à être exportées. Mais dites-nous, est-ce que des actions ont été menées pour la vulgarisation de ces inventions par les structures étatiques? Oui, nous pouvons le dire. Nous constatons que le gouvernement est ouvert à la mise en place de multiples fonds et tous ces fonds, c'est vraiment pour encourager
la poursuite des travaux, des inventions que nous avons eues. Donc, c'est un travail, une évolution importante que la Côte d'Ivoire est en train d'opérer par rapport à la gestion de l'après-brevet. Quelle sera votre contribution dans ce combat-là pour que ces inventions, ces dispositifs made in Côte d'Ivoire soient consommés, soient exportés, soient utilisés? Nous allons lancer à notre propre niveau ce que nous avons appelé le FOGAPI, le Fonds de garantie des prêts aux inventeurs. Ce fonds de garantie-là va être quelque chose en plus qui viendra enrichir donc, la panoplie de fonds qui existent déjà. Mais ce fonds-là aura un traitement un peu particulier. Il va s'adresser directement aux inventeurs qui ont déjà des brevets et qui ont l'intention par eux-mêmes et avec l'aide de certaines banques de poursuivre le développement de leurs produits pour effectivement transformer cela en produit de marché. Merci. Oui, tout à l'heure, c'était M. Pierre Djibril Koulibaly, le président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, qui nous intervenait sur le FOGAPI, et donc ce fonds qui va permettre aux inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire de pouvoir vulgariser leurs inventions, leurs prototypes, pour pouvoir leur donner un autre niveau. Merci beaucoup. C'est qui ça? Et voilà, nous avons donc la présence d'un autre inventeur, El Professeur. Ça va? Oui, ça va. Et l'enfant? Quel enfant? Petit impoli, là. Petit impoli, c'est qui ça? C'est qui est petit impoli? Impelimento. Non, il ne fait pas partie de la Caro Gang. Viens vite, on quitte ici. Il est où même? Il ne fait pas partie de la Caro Gang. Papitou. Pardon, faut faire vite, pardon. Fais vite, viens. Viens vite, on quitte ici. Alors, Papitou est en train de nous rejoindre. Il t'a toujours dit qu'il faut respecter tes grands frères. Tu es malade. Je vous ai dit, Papito est impoli. Vous n'avez rien entendu. Alors, Alice, c'est moi qui parle. Papito a rendez-vous avec la population de Boaké le samedi prochain. Avec le public. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous avec le public de Boaké le samedi à partir de 20h. Merci beaucoup. Merci. El Professeur, El Papitou. L'émission est terminée. Au revoir. Au revoir, vraiment, merci. Et voilà, merci infiniment. Demain, c'est la finale. Merci de continuer de vous délecter des programmes de RTI 1. Restez sur la chaîne qui rassemble. Toi-même. Mais c'est incroyable.